Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est le 10h midi. Du lundi au vendredi à midi, vous retrouverez André Berkoff aujourd'hui pour commenter l'actualité. Hassan Amou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, on vous retrouve tous les lundis matins dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Bruno Pomar, maire de Belleflou et ancien fondateur du RAID. Et je rappelle le très beau livre, on a reçu Ange Mancini la semaine dernière sur l'histoire du RAID qui est paru aux éditions de Mareuil. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Alors, faut-il réquisitionner les grévistes ? C'est en prévision de la grève du 5 décembre. On va parler évidemment de cette grève. La communication du gouvernement aujourd'hui se situe sur cette ligne de dire que c'est une grève corporatiste, qu'on fait grève pour des gens qui ont des avantages insensés. Donc voilà, diviser pour mieux régner. Qu'en pensez-vous ? Et puis Grenelle des violences conjugales, que pensez-vous des mesures annoncées ? On va y revenir. Un certain nombre de choses ont été annoncées. Certaines féministes sont dubitatives. Il y a quand même des choses plutôt positives qui ont été annoncées. On y reviendra dans un instant. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. Alexis Poulain, on commence avec vous. Oui, c'est un coup de cœur particulier parce que qui va surprendre certains. Oui, moi je me disais bon. C'est quand même LVMH qui rachète Tiffany et c'est pas souvent qu'un champion français. J'ai failli faire un coup de cœur. Alors non, mais c'est pas souvent. Souvent c'est les Américains qui rachètent des fleurons français. Là, on a un fleuron du luxe français qui rachète un fleuron du luxe américain. On peut s'en réjouir parce que voilà, c'est rare. Alors le chèque il est à 16,3 milliards. C'est le plus gros achat de Bernard Arnault. 130 Alexis, €. heureusement que c'est vous qui le faites le coup de cœur. Non, mais parce qu'après, bien sûr, on va dire c'est Bernard Arnault, c'est l'optimisation fiscale, etc. Mais néanmoins, ça reste quand même un groupe de luxe français qui rachète un des grands pans de l'histoire du luxe américain. Alors ça durera ce que ça durera, le luxe, tant qu'il y aura des diamants. Sur canapé. Les diamants sur canapé. Voilà, on pense forcément à Breakfast at Tiffany's. C'est une très très belle maison qui était un peu en perdition ces dernières années. Et qui est un peu abordable, je vais me faire tuer en disant ça. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, il y a des bijoux en argent, un porte-clés, il y a des choses qui sont moins chères. Mais c'était une très belle maison qui a perdu beaucoup en images et je pense qu'LVMH va en faire quelque chose de... Il faut voir s'il n'y a pas des restructurations aussi au niveau des emplois et autres. On verra. Et ça fait partie du lot de rachat. Ce sera le prochain coup de gueule d'Alexis Poulain. Oui, ça on verra après. D'abord un coup de cœur, après les coups de gueule. Non, voilà. Alors je sais pas, Sandrine nous dit bravo LVMH. Je sais pas. C'est en tout cas oui. Moi je trouve que c'est bien qu'une société française. Bravo Cocorico quand même. On peut dire après. Mais n'ayez pas peur Valérie de dire bravo Cocorico. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas eu peur. Mais moi j'ai pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur. Alexis n'a pas eu peur. Il n'a peur de rien. Sophie, c'est un coup de gueule. Oui, alors là c'est un coup de gueule et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui finalement comprendront mon coup de cœur, mon coup de gueule, pardon, qui arrive d'ailleurs à un enfant dans ma famille. Je veux dire que depuis le 4 septembre, il n'a pratiquement pas de prof de français. Il n'a pas de prof de français parce que les arrêts maladie, entre guillemets, se succèdent. Et non pas 15 jours de suite, parce que s'il y avait 15 jours de suite, on prendrait une remplaçante. Or, comme c'est des arrêts perlés, il n'y a pas de remplaçante. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous les enfants de la classe sont absolument grisés parce qu'ils suivent leur prof de français, qui a un groupe rock et qui publie sur Internet, Instagram, etc. Et alors... ça me rend dingue parce que d'abord il y a un médecin qui a fait les arrêts maladie et donc ça c'est intolérable et on ne le dit jamais assez. Quand il y a des abus absolus d'arrêt maladie, il y a quand même des médecins derrière qui sont un peu complices. Ensuite, je veux dire, vis-à-vis des enfants, c'est insupportable et on ne peut pas virer... Ce qui est insupportable, c'est de pas remplacer les profs. Mais non, moi j'ai des enfants très grands et ça fait des années que ça dure. Valérie, est-ce que quand ça fait des années que ça dure, on doit accepter des trucs qui sont quand même scandaleux, c'est-à-dire faux arrêt maladie, elle fait autre chose pendant ce temps-là, donc au moins aux enfants. Enfin, les enfants souffrent de ne pas avoir de prof de français. Et c'est quelque chose qui est passé, oui, vous me l'avez tous dit avant, ça fait des années que ça dure. C'est pas normal, on est le pays en Europe qui a le plus d'arrêts maladie. Je veux dire que c'est vraiment un fléau. Parce que ce sont les salariés qui sont les plus maltraités. Ou alors est-ce que ce sont les médecins qui sont les plus complaisants ? Oui, Sophie va se mettre à dos les syndicats, attention. Les syndicats, c'est ce qu'il en reste ? Non, pas grand-chose. Allez, on va passer au coup de cœur d'Hassan Amou. Moi, c'est alors le coup de cœur, enfin mon coup de cœur, c'est l'interview de Bernard Tapie.
qui hier sur TF1 dans 7 à 8 qui a fait un score très important d'un homme qui lutte contre la maladie, qui a compris que c'était également un moyen pour lui d'aller porter la parole, le faire dans un moment aussi difficile, aussi délicat. Alors Marseillais que je suis, bien évidemment, j'ai été touché parce que particulière pour voilà, et je pense que les Marseillaises et les Marseillais aussi, puisque c'est quelqu'un qui a fait briller Marseille et qui lui a donné de belles années. Et donc aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'il a pu vivre de procédures judiciaires, de tapis combattants sur les plateaux. Hier, on l'a vu ce week-end dans 7 à 8 dans un moment de vérité, dans un moment de sincérité, et qui a, je pense, moi, l'a adouci aussi vis-à-vis de ceux qui pouvaient avoir des a priori sur l'homme. Ça montre que lui aussi, il a... voilà, ça, vous trouvez qu'il était adouci? Moi, je l'ai trouvé extrêmement combatif. Je vais vous repasser cet extrait parce que je l'ai trouvé assez formidable. Moi, j'ai trouvé que les questions de la journaliste, peut-être que je ne suis pas une bonne journaliste, était à la limite de l'indécence parfois. C'est souvent le cas. Parfois, sur des gens qui sont malades, je trouve qu'on doit pas aller aussi loin que ça dans les questions. Après, c'est une question je trouve très personnelle. Il a très bien joué le jeu parce que lui, il a compris que c'était un malade pas comme les autres. C'est un malade, certes, on est tous égaux face à la maladie, mais je trouve qu'il s'est dit, voilà, c'est devoir. Exactement. Mais écoutez le son que ce matin, Gilles Gansman nous avait diffusé dans le zapping, c'est à propos de sa nécrologie. Vous savez que Le Monde avait fait fuiter, avait par erreur diffusé sa nécro, donc il a vu sa nécrologie, et les deux journalistes qui la signent. Écoutez ce qu'il en dit. J'aurais eu envie de réagir s'ils avaient été à côté de moi. Vous imaginez comment, malgré mon cancer, ils n'auraient pas pesé lourd, je peux vous le dire. Ce que je trouve décevant de la part du Monde, il y a beaucoup de journalistes de talent, j'en connais pas mal. C'est dommage d'avoir confié ma nécrologie aux deux seuls qu'on peut arrêter de me chier sur la gueule pendant 15 ans. Ils auraient pu en prendre des plus neutres. Voilà, donc il s'est adouci. Moi, je trouve qu'il est, il est égal à lui-même. Il perd pas. C'est du Bernard Tapie. Voilà, il perd pas. Oui, mais ce qui est important, en plus de ça, c'est que depuis toujours, en fait, la dualité des êtres, je trouve ça important. Il y a des gens que, effectivement, on porte au pinacle, d'autres vivent une descente aux enfers. Il y a la personnalité des gens est toujours extrêmement complexe et double. Et Tapie a toujours eu une forme de générosité, de cœur, d'amour pour les gens. Doublé, c'est vrai. De temps en temps, était un peu bandit au grand cœur. Oui. Bon. Voilà. Allez. Bruno. Écoutez, moi, on va revenir au sujet de l'écologie, de l'empreinte carbone. Parce que ce matin, j'ai écouté une radio concurrente. Non. Si. Par erreur. Mais j'ai écouté sur une radio avant de venir, je vous ai entendu, Valérie. C'est concernant la disparition des tickets. Des tickets de caisse. Les tickets de caisse. Alors, je trouve qu'on mène des combats parfois sur tout un tas de trucs qui me paraissent dérisoires. Peut-être pas pour l'écologie, mais moi je trouve que c'est dérisoire quand on voit encore une fois, et ce matin j'arrive de Toulouse, moi en avion, le nombre d'avions qui sont dans le ciel, le nombre de super-tankers qui traversent nos océans et qui consomment un carburant astronomique. Et c'est pour ça me fait doucement rire. Alors tout le monde, ça y est, les associations commencent à dire oui, les tickets de caisse, il faut que ça disparaisse. Alors que la filière papier est celle qui recycle le mieux. Oui, et puis c'est complètement anodin. Alors vous allez me dire, toutes les choses anodines, au bout d'un moment, on se demande ce qu'on doit faire. Mais tout ça me fait doucement sourire, voilà, tout simplement. À quoi ça sert les tickets de caisse? Alors, mais quand on en veut... Les faire rembourser dans sa boîte quand on achète un crayon. Sauf si vous avez à restituer des papiers quand vous avez une entreprise, Sophie, oui, vous le savez. Exactement. Bon. Mais je veux dire, au-delà de ça, souvent les caissières vous le demandent. Est-ce que vous voulez un ticket de caisse? Moi, on me l'a dit souvent, donc voilà. Chacun doit prendre. Oui, arrêtons de jouer sur des détails compliqués. Ça complètement suffit. stupide. Voilà. Moi, ça m'a touché. Moi, je trouve que quand je vois qu'il y a 840 km de tickets de caisse qui sont par personne, moi, je trouve que c'est pas une mesure complètement absurde. Moi, c'est très utile le ticket de caisse. Toulouse-Paris, il a consommé, je ne sais pas combien de kérosène. Est-ce qu'il était plein? Oui. Il était plein, oui. Et les bus qui sont en double fil le long de la Seine. On peut passer toute la. Oui, mais on peut rien faire dans ces cas-là. On peut plus rien faire. C'est aussi le colibri. C'est-à-dire que chaque petite goutte d'eau apporte au truc. Mais à quoi ça sert? Vous n'en avez pas plein vos poches, vous, des fadettes, des petites factures. Après, c'est sûr que avec la technologie aujourd'hui, on devrait être capable de dématérialiser ça aussi, parce qu'on est très fort sur plein de trucs, mais en France, on aime bien complexifier. Vous remboursez aux salariés des tas de choses. Comment vous allez faire? Vous rendez compte le nombre de mails? On l'envoie par mail. Mais vous vous rendez compte les mails pour les comptables, pour aller retrouver le truc? Comment on fait la preuve? Pour une entreprise, franchement, on en a parlé, c'est compliqué.
solutions sur les frais, etc. Oui, il y a plein de solutions. Il y a encore de nouvelles solutions. On complique. Je pense qu'il y a est-ce que vous en voulez un, est-ce que vous en voulez pas? Et puis comme ça, quand on en a besoin dans la boîte, on le prend. Bon, lisons Pierre Rabhi alors. Voilà. Moi, je veux alors, est-ce que c'est un coup de gueule? J'en sais rien. Je voyais ce matin, vous savez qu'aujourd'hui, on est le 25, nous sommes le 25 novembre. Et le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Et donc, il y a la fête des Catherinettes. Je vois les messieurs qui me regardent. Pas du tout, mais la fête des Catherinettes, c'est une tradition qui consiste à faire défiler les femmes célibataires de plus de 25 ans pour qu'elles se marient au plus vite. Donc, c'est une vieille tradition. C'est charmant. C'est rigolo. C'est les jeunes qui ont coiffé Sainte-Catherine et on avait un très beau chapeau. Donc, c'est considéré comme une fête sexiste désormais, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était un peu pour m'élever contre tout ce politiquement correct, contre tous ces trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 90% des femmes qui ne sont pas mariées à 25 ans. Donc voilà, laissons des traditions obsolètes et ridicules perdurer. C'est rigolo. Obsolètes et ridicules. Et là, on va voir quelques associations qui vont se lever, évidemment, pour dire que c'est lamentable. Oui, mais ça stigmatise les femmes de 25 ans qui ne sont pas mariées. Et il y en a beaucoup. Et les hommes qui ne les épousent pas. Et voilà, salaud. On se retrouve dans un tout petit instant. Je fais des liaisons difficiles aujourd'hui. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de cette grève du 5 décembre, la réquisition des grévistes et donc le gouvernement qui estime que c'est une mobilisation pour conserver des inégalités que nous ne pouvons plus assumer. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle de la grève du 5 décembre. Pour contrer le risque de paralysie du pays le 5 décembre, les Républicains, Bruno Retailleau en tête, veulent légiférer et instaurer la réquisition des personnels grévistes afin d'assurer un service minimum dans les transports. Ça existe ? Alors effectivement, la loi de 2007 qui avait été prise par Nicolas Sarkozy oblige le personnel gréviste à informer sa direction 48 heures à l'avance et lui permet de prendre des dispositions pour assurer un service minimum. Mais dans l'état actuel de la loi, seulement certains agents publics doivent garantir un service minimum en cas de grève. C'est le cas de Météo France, des hôpitaux. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas forcément à la SNCF, à la RATP. Donc est-ce que légiférer sur ce sujet vous paraît une bonne chose ? S'il faut remettre encore une fois, s'il faut remettre de l'ordre, au moins qu'il y ait un service minimum, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à travailler, évidemment, même pendant les grèves qui sont autorisées, évidemment, et qui seront encadrées, j'ose l'espérer, puisque c'est les services, c'est les syndicats qui la mettent en place. Moi, je trouve, encore une fois, que on va chercher, les Républicains vont chercher un truc là qui tient pas la route, quoi. Pourquoi mais parce que c'est quand même vachement important le service minimum. Donc, il existe. Non, mais alors, qu'est-ce qu'ils disent, Républicains? Ils disent qu'il faut le faire appliquer. Oui, mais alors on va aller chercher des militaires. Tout existe en France. On a légiféré sur tout. Bruno Retailleau veut aller plus loin. Il veut faire sur un tiers en fait des services qui devraient être fonctionnels les jours de grève. Donc il veut faire une loi qui va plus loin que la loi actuelle. De toute façon, elle ne peut pas passer d'ici le 5 décembre. Non. C'est aller plus loin. C'est réquisitionner des grévistes. Oui, en disant que c'est le droit de grève, mais que si la nouvelle loi, enfin celle qu'il porte et qui ne sera pas là pour le 5 décembre, c'est d'avoir un tiers de services continus. Alors question, est-ce que même, admettons, il y a un service minimum, est-ce que s'il n'est pas appliqué, on a le droit de réquisitionner des grévistes? Aujourd'hui, d'où l'idée de faire une loi. Mais de toute façon, c'est du travail forcé. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Et allez voir les grévistes qui font grève, ils vont pas se laisser réquisitionner. C'est une blague. Je trouve encore, c'est complètement stupide. D'abord, on ne va pas les forcer, c'est évident, même si la loi l'indique. Et comme actuellement tout est permis dans cette société, tout va se passer comme ça. Que même s'il y a une loi, de toute façon, ce ne sera pas... Oui, c'est pas la chienlit. On fait des lois, on les applique quasiment jamais dans tout un tas de domaines. Donc, il faut arrêter de ne pas labrer. Ça, c'est de la démagogie totale. Mais en même temps, Philippe Martinez dit pourquoi ne pas supprimer le droit de grève pendant qu'on y est. Moi, je demande aux hommes politiques qui ont ces déclarations de plutôt s'interroger. Quand il y a 97% de grévistes dans une entreprise, on ne prend pas en compte ce qui se passe plutôt que de dire qu'il faut supprimer le droit de grève. Est-ce que c'est une manière de supprimer le droit de grève ? Oui, mais c'est un service public, attention. Moi, je le crois un peu, oui, parce que à force de prendre des mesures ou d'avoir envie comme ça qui vont dans le sens de la restriction, j'ai envie de dire, du droit de grève, de la liberté de se dire voilà, dans mon entreprise ça va pas, donc je veux faire grève. Bien évidemment, ce genre de loi, elle est d'abord, comme vous l'avez rappelé, on ne peut pas interdire les gens, on ne peut pas forcer les gens à reprendre le travail, ça n'existe pas et ça ne marchera pas, ce seront des lois qui iront au conflit. Mais deuxièmement, oui, je trouve que
les politiques ont envie de passer en force et de dire c'est bon, si on pouvait retirer le droit de grève, on le ferait. Oui, si on leur donnait cette possibilité-là, ils le feraient. Ouais. Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus. Retailleau n'a pas envie de supprimer le droit de grève. Arrêtons de pousser aux extrêmes. Ça revient à ça. Non, je pense qu'il fait une mauvaise proposition démagogique. Néanmoins, il est vrai qu'il y a un service minimum et il faut remercier Sarkozy de l'avoir imposé. Sauf que ça ne marche pas. Alors, il faut se faire que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher ? Parce que, par exemple, dans les transports, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, le nombre de personnes qui vont emprunter ce jour-là j'ai envie de dire, le réseau de transport classique, il y a tellement de monde que de toute façon, ça ne peut pas fonctionner et les gens ne peuvent pas et seront obligatoirement pénalisés. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue avec cette proposition. C'est pas exact, parce que je pense à mon assistante, la pauvre, et je pense à elle, elle va faire du télétravail, mais elle se tape 1h15 de trajet aller et retour. Elle a bénéficier du service minimum. C'est vrai qu'on est serré, c'est vrai qu'elle a pris d'autres horaires, etc. Elle a bénéficié du service minimum et il y a des gens qui en ont bénéficié. Maintenant, c'est inconfortable, c'est difficile, c'est insuffisant, c'est mieux que rien. Je crois que les Franciliens s'y sont habitués aux grèves, tellement il y en a souvent, que le télétravail, comme vous dites à l'instant, Sophie, se met en place facilement. Et je crois que malheureusement, les Français sont trop habitués aux grèves, tout simplement. Donc certains ne vont pas aller travailler, ça va encore nous faire un déficit économique important. Et puis, alors, tout petit mot, parce que ça finit par être insupportable. Même si c'est le week-end, hein. Ça fait quand même combien de temps ? Et jusqu'au 5 décembre, il n'y aura pas un média. Nous sommes le pays au monde qui a le plus de chaînes d'infos en continu. J'avais appris ça l'autre jour. Et il va falloir juste... Mais je ne les vise pas particulièrement, il va falloir arrêter de mobiliser en disant alors est-ce que c'est la convergence des luttes ? Est-ce que ça va vraiment être très suivi ? On n'arrête pas, ça finit par être une incitation. Je trouve ça insoutenable. On déprime le pays. Est-ce qu'on va arrêter 2 minutes de parler de la grève du 5 décembre en disant que le pays va être arrêté ? Parce que vous pensez qu'elle ne serait pas... Je pense que trop, c'est trop. Sophie de Menton veut interdire les télés. Voilà, ça y est, c'est parti. Ça tombe déjà, le service public d'information est en grève, donc c'est déjà c'est déjà ça. Après, le reste, Sophie, vous y êtes sur les chaînes. Mais ouais. Aussi, oui, moi, le premier, LCI, c'est mais attendez, nous, on va en parler aussi. Oui, mais c'est vrai. Mais je les aime. J'aime Sud Radio, j'aime les chaînes radio en continu. Je trouve que la presse écrite aussi, je trouve que les médias doivent peut-être se poser la question de temps en temps en disant est-ce qu'on en rajoute sur cette info en permanence ? Est-ce qu'on peut se poser une question ? De créer un climat anxiogène. Enfin, il y a 2 choses. La première, c'est pourquoi un mouvement d'une telle ampleur Alexis maintenant Poulain. Au-delà des revendications de certaines corporations sur la retraite. Je pense que ça va au-delà. Parce que vous avez avant ça une réforme par décret de l'assurance chômage où là, les syndicats ne sont pas vraiment mobilisés. D'ailleurs, ils ont laissé la faire. C'était eux qui étaient censés, en tant que partenaires sociaux, faire en sorte qu'on réforme l'assurance chômage. Ils n'en ont pas été capables. Donc il y a une session de rattrapage. Mais c'est aussi beaucoup dans la façon dont le gouvernement, aujourd'hui, prévoit cette grève. On est dans le même moment que les Gilets jaunes il y a un an. C'est-à-dire, là où on pouvait éviter, déminer tout de suite en disant on arrête avec la taxe, on va discuter, on arrête... Je dois dire que vous avez raison. Je dois dire que vous avez raison. Et là, on arrive en disant on va être droit dans nos bottes, on va faire ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, Édouard Philippe reçoit les partenaires syndicaux, on va voir ce qui va en sortir, mais c'est bien sûr trop tard. Oui. Et puis, les gens, maintenant... On peut croire, comme Richard Ferrand, que vous allez défendre des régimes indéfendables de retraite. Ils vont pas dans la rue, c'est plus le sujet. Mais il faudrait quand même qu'on arrête aussi de ne faire que du catastrophisme. Peut-être qu'elle ne sera pas tellement suivie, peut-être que ça va aller bien, peut-être qu'on va trouver des solutions. C'est qu'à un moment, c'est bien beau de dire vous êtes trop négatifs les Français, mais il faut bien leur proposer un avenir positif. Il faut bien être capable à un moment... Mais c'est pas vous qui leur proposez dans le monde. Mais non, mais je parle de monsieur Emmanuel Macron, qui est incapable d'articuler simplement l'avenir est brillant. On va faire tous ensemble quelque chose. Le tous ensemble est super important dans un pays. Je suis d'accord. On a Marie en ligne avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à vous Valérie. Bonjour à vos intervenants. Alors voilà, j'ai une petite entreprise de 10 personnes. Mais avec un ampli. Oui, il faudrait que vous baissiez la radio. J'ai plus de radio. Ah bon. Elle est éteinte, la radio. Voilà. Alors allez-y. Voilà, chef d'entreprise, une petite entreprise de 10 personnes. Nous faisons de l'entretien d'immeubles. La dernière fois qu'il y a eu la grève, j'en ai eu 5 sur 10 qui sont venus travailler, qui ont fait le travail des autres, mais j'étais obligée d'enlever une journée. Voilà. Et on pénalise les petites entreprises, on pénalise les petits gens qui viennent de loin. Oui. Et je vais vous dire, on se demande, quand on dit il faut la solidarité, j'ai entendu les cheminots.
qui quelques-uns disent par principe, c'est pas pour nous, mais c'est pour être solidaire. Mais solidaire avec qui? Avec qui? C'est comme tous les casseurs qui cassent au moment. C'est des gens qui payent pas des impôts. Quand on paye des impôts, on peut pas casser, c'est pas possible. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on pense à toutes ces petites mains, toutes ces petites entreprises qui nous mettent à mal? Parce que moi, une journée en moins, pour moi, c'est énorme. Je ne peux plus m'organiser. Ou alors, faut que je mette moi-même, ou que je surpaye quelques-unes, ou que je paye des taxis, ou qui n'arrivent pas. Donc, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec la proposition de Bruno Retailleau de dire bien sûr. Qu'il faut réquisitionner. Arrêtez la France, arrêtez le pays, c'est pas possible. On n'en peut plus. Nous, chefs d'entreprise, petites entreprises. Mais c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que en vérité, les mouvements, les syndicats devraient trouver aussi essayer d'améliorer leur mouvement de grève, etc. Mais il y a aussi, moi aussi, je suis chef d'entreprise, donc je comprends très bien cette problématique. Après, il est sûr que quand vous avez le gouvernement qui dit ce week-end, par exemple, que c'est une grève corporatiste et qui ensuite annonce qu'ils veulent discuter avec les syndicats, quand on voit comment est-ce que les choses s'embriquent entre elles, on se rend bien compte que comme dans le mouvement des Gilets jaunes, parfois, ceux qui sont, voilà, et puis ceux qui sont les plus victimes de ça, malheureusement, ce ne sont pas le gouvernement, ce ne sont pas les gens de gouvernement. Ce que vient de dire Marie, c'est les petites entreprises. C'est le petit gens. Mais on essaie toujours de réduire les mouvements, on essaie toujours d'orienter un petit peu le débat pour qu'ensuite arrive la catastrophe. Moi, je me demande, parce qu'en faisant la pédagogie... Donc vous êtes d'accord avec Sophie, d'une certaine manière. C'est-à-dire on oriente le débat pour... Non, mais quand je dis qu'on oriente le débat, c'est qu'on dit, voilà, c'est simplement une grève corporatiste. Sauf que ça nous a pas échappé que les services de police vont être en grève, que les médecins vont l'être aussi, et qu'il y a un malaise dans notre pays. On va y revenir. On va y revenir. Sophie, on s'arrête pour quelques instants. Merci à Marie de nous avoir appelés. On se retrouve pour parler justement de cette grève corporatiste. Je mets des guillemets puisque c'est le mot employé par le gouvernement. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va revenir sur les annonces qui ont été faites à propos des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Et puis la grève du 5 décembre, une grève corporatiste. On en parle avec vous, avec Hassen Amour, responsable associatif, fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne. Bruno Pomar, maire de Belleflou. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise. On en parle avec vous et on a en ligne avec nous Christian qui nous écoutait et qui voulait réagir sur ce qu'on disait précédemment. Oui, bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. Oui, alors moi, je monte sur mes chevaux, là. J'entends certaines personnes qui aimeraient que le 5 décembre, on n'en parle plus, qu'on parle de la maison à la prairie, ou je ne sais quoi. Non, mais c'est grave. Le 5 décembre, il se passe le ras-le-bol depuis plus d'un an, d'accord? Et dans l'information, effectivement, de parler que du 5 décembre, on pourrait peut-être parler pourquoi les gens sont dans la rue le 5 décembre. Oui, bien sûr. Rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le début, n'est-ce pas? L'essence a augmenté. Parlons-en, puisqu'on parle plus du 5 décembre. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Les salaires n'ont pas augmenté. Les gens qui pleurent parce qu'ils ne peuvent plus aller bosser, il faut qu'ils regardent pourquoi les gens ils sont dans la rue. Ils ne sont pas là pour le plaisir. Depuis quand les gens sont là pour le plaisir? À part certains qui sont là pour un petit peu taper sur la tête des gens pour le plaisir, ou je ne sais qui. Oui, alors parlons-en plus, c'est pas grave. Mais moi, je trouve ça honteux qu'on puisse attaquer la démocratie telle qu'elle y est. Aujourd'hui, les Français sont pas contents, c'est les gilets jaunes, les Français sont pas contents de leur sort, de la présidence macronisme, alors il faut que ça change. Et le 5 décembre, les gens sont dans la rue, les retraités sont dans la rue, tout le monde va être dans la rue. Mais Christian, ce que dit le gouvernement, c'est que cette grève, c'est que cette grève au départ, ce qu'a dit le président de la République, c'est la grève qui est dominée normalement par les grandes entreprises de transport avec des demandes catégorielles qui pénalisent le reste de la société. Il dit c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux et c'est là-dessus qu'aujourd'hui ils essayent de faire la différence, de dire aujourd'hui est-ce que c'est normal effectivement qu'un agent de la RATP parte à 52 ou 57 ans avec les 6 derniers mois de salaire et 3 700 € de retraite. Ils ne se rendent pas compte du climat social en France. On a les gilets jaunes depuis un an. On a les inégalités qui ne font qu'accroître. Et là, ils veulent mettre les uns contre les autres, entre ceux qui mangent du pain en cachant ceux qui bouffent des brioches. Parce qu'on ne parle pas des retraites, des préfets hors cadre, on ne parle pas des avantages des anciens premiers ministres, on ne parle pas de tout ça. Alors, c'est bien joli, mais là, vous avez des Français qui descendent simplement pour dire arrêtez
de nous prendre pour des imbéciles. Attendez, les Français, d'abord, mais là qui va descendre. Mais c'est ça, le président. C'est bien tout le problème, c'est que les gens vont. Mais la manif du 5 au départ, c'est une manif de la RATP et de la SNCF. Au départ, mais on en est loin du départ. Il aurait fallu pour ça que les syndicats soient à la table des négociations, qu'il y ait des vraies négociations quand ils partent en disant c'est impossible, ils veulent rien changer. Mais c'est là où je dis que cette gestion est aussi calamiteuse que celle des Gilets jaunes. C'est pourquoi vouloir aller au clash alors qu'on sait que ça va faire perdre. Excusez-moi, il l'a désamorcé. Il y a des réponses à amener avant, effectivement, quand on voit ce rassemblement. Mais en même temps, encore une fois, Macron, il est sur sa ligne conductrice, il va droit au but et le gouvernement suit. Le problème, c'est que je pense qu'il a eu à un moment donné, il a voulu changer de trajectoire quand ça allait au plus mal avec les Gilets jaunes. Passer cette vague-là, on a l'impression que ça y est, il repart comme si plus rien ne s'était passé avant. Et qu'il n'y a pas eu un chapitre avant. Moi, je rappelle que le 5 décembre, il y a quand même une petite convergence. Je ne vais pas faire l'insoumis, mais il y a une convergence des forces qui, à un moment donné, les infirmiers, les policiers, d'autres forces dans notre pays se sont rajoutés à cette colère-là parce qu'ils sont dit après qu'il faille faire évoluer le système des retraites pour les cheminots ou je ne sais quelques autres, j'ai envie de dire, corporations, c'est peut-être une certitude. Mais comme il le dit Alexis Poulain, je pense que il y a une temporalité, il y a un climat. Il faut pas essayer de minimiser comme ils le font sous couvert de pédagogie ou de fausse pédagogie, en essayant de minimiser les mouvements parce qu'on sait très bien quel est le résultat après. Et puis les gens, à un moment donné, moi, tout à l'heure, on parlait du rôle des médias. C'est sûr. Si vous allez, c'est comme tout dans la vie. Quand il y a certaines situations, il faut pas en rajouter. C'est ça, il faut qu'à un moment donné, les journalistes exercent aussi une certaine responsabilité dans la parole, parce que, puisque c'est comme dans un match où l'OM et le PSG vont se rencontrer, si d'un côté et de l'autre vous faites monter la mayonnaise, à l'arrivée, vous allez avoir ce que vous avez voulu avoir. C'est un peu la même chose. C'est que et moi, le 5 décembre, sincèrement, quand j'ai été hospitalisé pour un truc bénin il n'y a pas longtemps, et c'était à Paris, quand on voit les conditions d'un certain nombre d'infirmières qui travaillent durement, j'ai aussi des amis qui le sont, etc. C'est pour ça que j'accepte un peu plus aussi la grève, alors que je suis chef d'entreprise. Et je pense que j'invite à d'autres chefs d'entreprise à être un peu plus compréhensifs, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, nous aussi, faire que le jeu, j'ai envie de dire, de gagner de l'argent, d'être compétitif, et derrière se dire, oui, mais le jour où il m'arrive un malheur, je vais dire, finalement, je me suis désintéressé de tous ces sujets-là, jusqu'au jour où il m'arrive un pépin et que je me retrouve que finalement, le service public, je suis bien content qu'il soit... C'était la question, Sophie, c'était justement la question. Quand le gouvernement aujourd'hui dit c'est une grève corporatiste, c'est vraiment divisé pour mieux régner. C'est-à-dire de dire, voilà pour avec qui vous allez manifester, des gens qui ont 10 fois plus d'avantages que vous. C'est une mauvaise réflexion, mais ce que vous dites est très intéressant, en particulier pour l'hôpital. Ils ont versé de l'argent, ils ont donné de l'argent. Mais ça ne sert absolument à rien. Il manque 200 000 postes. On ne peut pas dire que c'est un plan santé, alors qu'il n'y a pas de plan. Ils donnent de l'argent quand ils sont au bout. Il n'y a pas de plan. Et le plan santé, malheureusement, et je voudrais en aucun cas dire que il faut gérer les services publics comme des entreprises parce que ce ne sont pas des entreprises, etc. Toutefois, il y a des règles de management. Quand dans une boîte, il manque des postes, on les pourvoit. Quand on fait 3 fois les mêmes examens parce qu'il n'y a pas de coordination. Quand j'ai une amie qui quitte l'hôpital, on la rappelle en disant on n'aurait pas dû vous laisser quitter l'hôpital, revenez aux urgences. Elle dit pourquoi les urgences? Et qu'elle attend 4 heures pour qu'on lui redonne une chambre parce qu'on n'a pas retrouvé son dossier alors qu'elle avait à peine quitté sa chambre. Au manque de personnel, ça ajoute la désorganisation aussi. Mais par contre, on a une administration pléthorique à qui on demande des choses absolument insensées. Donc là, par exemple, typiquement, grève corporatiste, oui, mais ils n'ont pas la solution, ils ne savent pas comment faire, ils versent de l'argent et ça ne sert à rien. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Et ce qui est marrant, simplement Valérie, pour ajouter ça, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, elle est portée par un homme qui est Jean-Paul Delevoye. Je dis pas, mais j'ai entendu, c'est vrai que j'ai réentendu ce matin son statut assez privilégié à lui, qui n'a pas refusé un certain nombre d'indemnités arrivé à son âge et à savoir combien de retraites il cumule ce monsieur. Et c'est toujours ça aussi qui est dérangeant. C'est que certaines réformes, elles sont portées hautement symboliques par des personnages qui eux-mêmes s'appliquent pas à une certaine sobriété. On peut pas demander à tous les gens qui sont là de renoncer. Ils sont dans l'opulence du cumul des mandats. Alexis Poulain. Entendre Richard Ferrand mis en examen dire aux Français qu'ils sont pleurnichards. Il y a le problème de la légitimité. Il y a le problème
problème enfin, quand vous êtes un bon manager, vous donnez l'exemple. Là, on a affaire à des gens qui sont d'une nullité, excusez-moi du terme. Mais malheureusement, il y avait une photo assez drôle, entre guillemets, de Richard Ferrand assis dans son fauteuil, qui regardait de côté avec un air un peu goguenard, et où il était écrit il faut que les privilèges, il faut en finir avec les privilèges. Au même titre que les retraites d'ailleurs, les parlementaires, mais ça rentre pas en jeu dans le débat général. Enfin, haute fonction publique, plus les appartements de fonction, plus allons-y. On a Antoine avec nous en ligne. Antoine est en ligne. Sophie, quand je parle, vous vous arrêtez. Et Alexis aussi. Antoine, bonjour, on va vous laisser parler. Vous nous appelez de Paris. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner un peu la parole. Je vous écoute depuis ce matin. Donc je vais faire assez rapidement parce que en fait j'ai noté plein de choses et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui. Donc, le 5 décembre, c'est le début d'une grève générale reconductible. Oui. Et on va se battre pour défendre notre système de retraite contre le projet de système à points qui est aberrant. Et c'est pas le sujet d'aller décortiquer pourquoi, mais pour vous dire que c'est reconductible. C'est pas une journée. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. Et j'espère qu'on lâchera pas. Et quand j'entends dire que c'est une grève corporatrice, ça m'embête un tout petit peu d'entendre ça. On le sait depuis des décennies que certains services publics ont cette possibilité de nous faire des grèves massives pour entraîner le plus grand nombre. Moi, je suis freelance. Je suis graphiste freelance. Ouais. Je suis même pas salarié. Je suis payé à la tâche, le tâcheron. Je suis tout en bas. Je peux pas faire grève. J'ai pas de statut pour faire grève. Mais je vous promets que le 5 et le 6 je vais arrêter de travailler. Je me prépare. Je mets des sous de côté. Je vais remplir de pâtes mon frigo. Et puis voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de frigo pour les pâtes. Je suis ravi que ce service public prenne en main enfin et s'oppose enfin à cette politique qui est juste pas possible. Comme vous l'avez dit, il y a eu la réforme chômage. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'aujourd'hui les disparités selon les régimes, moi je vois ce qu'il y a eu dans le Parisien ce week-end où on voit le régime général, l'âge de départ, 62 ans. Il y a des disparités dans les salaires, il y a des disparités partout. La société n'est que disparité. Donc, que ceux qui peuvent faire grève, n'oubliez pas, après on va même critiquer les chiffres, ça n'a pas été beaucoup suivi, mais qui peut faire grève aujourd'hui? Est-ce que la caissière du supermarché peut faire grève? Même si dans son statut elle a le droit. Elle peut louper 1, 2, 3, une semaine de salaire. Non. Et puis même elle va revenir, même si elle peut. Parce en gros, dans le privé, vous pouvez pas faire grève. Pour être clair, dans le privé, vous faites pas grève. Donc c'est pour ça que le service public, s'il bloque les transports, le privé va devoir faire grève. Et je vous entendais tout à l'heure pleurer les pauvres petits patrons, les pauvres petites sociétés, les pauvres petites entreprises. J'entends ce discours-là. Mais nous, c'est tous les jours les salariés de ce pays qui crevons la dalle. Donc, je suis désolé, il y a un moment, il faut entendre ce cri, dire, là on dit stop. Donc oui, désolé pour les petites entreprises, je vais rebondir, c'est un petit what the fuck, mais on s'est réjoui tout à l'heure de LVMH qui rachetait Tiffany pour 15 milliards. Je vous promets que l'argent, il y en a. Et je vous mais on peut pas. Mais on peut pas. Bien sûr qu'il y en a qu'on peut racheter Tiffany. Mais c'est à quoi sert l'argent et où est l'argent? Parce qu'en réalité. Merci Antoine de votre appel, Alexis. Oui, il y a de l'argent. On parle de 80 milliards d'évasion fiscale qu'on essaye d'aller rechercher petitement, mais on fait ce qu'on peut. Mais on parle surtout, on parle toujours de la dette, du problème qu'on a avec cette dette, où on s'est endetté massivement sur des marchés financiers alors qu'on aurait pu faire autrement depuis les années 70. On parle rarement des recettes. Alors, soi-disant qu'on est un pays, effectivement, où il y a trop d'impôts, etc. Mais à un moment, quand le CICE coûte 40 milliards et ne crée que 130 000 emplois, est-ce qu'on ne se met pas autour d'une table, on dit on a fait une énorme erreur? Bien plus que ça, mais le chiffre est faux. Le chiffre n'est pas faux. Le chiffre n'est pas faux, malheureusement. Il y a tous ceux que ça aurait empêché de... Là-dessus, on a un vrai problème. L'ISF, on sait que c'est une réforme. Alors, il faut bien sûr donner de l'air, il faut derrière que les gens investissent. Ils reviennent, les patrons riches. Pas du tout. Si. Eh bien non, ils ne reviennent pas. Et l'argent... On a les chiffres communiqués par Bercy. Mais non, mais il n'y a pas d'argent magique. Cette réforme, on sait maintenant, un an après, que elle n'a pas bénéficié à personne, à part à ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent. Mais c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Et si c'est vrai. Et là c'est le gouvernement qui le dit. En disant oui, alors effectivement, on ne va pas revenir là-dessus. Donc à un moment, on fait des politiques qui sont là pour foutre en l'air les services publics. Soit on assume, soit on change.
On ne va pas repartir sur ce débat-là. Mais juste cette notion de ce que vient de dire le monsieur en disant, voilà, certains grévistes du 5 décembre vont manifester aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à la manifestation. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement révélateur dans ce qu'il a dit. D'abord, moi, je trouve que c'est une bêtise du gouvernement que de vouloir affaiblir les syndicats, parce qu'on l'a bien vu, quand on supprime ces interlocuteurs-là, les interlocuteurs d'après, c'est la rue. Oui. Non mais c'est vrai. Et après, il y a des réalités. Dans notre pays, il y a des réalités. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller manifester. Il y a, j'ai lu aussi une enquête sur le Amazon, les GAFA, en disant que quand il y a 2 emplois Amazon qui se créent, il y en a 2 qu'on supprime. Et il y a tous les statuts qu'on est en train de développer d'auto-entrepreneurs que moi je vois, avec des mineurs qui sont employés pour travailler et des gens qui sont enfermés dans une pauvreté, qui ne peuvent pas aller manifester parce que justement leur situation est telle que ils peuvent pas sacrifier leur jour de travail pour aller manifester. Donc moi, cet argument-là, je le trouve extrêmement valable. Après, seulement pour rebondir à ce qu'a dit notre auditeur, les petites entreprises, moi, je suis pas dans la minimisation non plus de leur mal, parce que je connais trop bien la situation d'un certain nombre pour dire que voilà, c'est extrêmement important de penser à eux. Ça va nuire en plus. Exactement, parce que les artisans, ceux qui emploient les premiers employeurs de France, eux, si on les met en difficulté, derrière, ça peut conduire à des situations extrêmement dramatiques, et j'en sais quelque chose. Et puis il y a quand même une France silencieuse. On a l'impression que la France entière est en révolution. On est quand même un pays gâté. On a quand même une France silencieuse qui... Mais non, mais c'est vrai. Sophie, moi je vous invite dans mon village. Venez voir un petit peu ce qui se passe en dehors de Paris. Vous allez voir un petit peu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Soyons vigilants dans les mots. Mais je suis vigilante. Catherine nous dit, grève corporatiste, elle travaille dans une entreprise familiale privée viticole, il faudrait réformer le système des retraites inégal, y compris pour les politiques, et mettre les gens au travail beaucoup plus tôt, beaucoup de temps partiel choisi, c'est ce qu'elle dit, et c'est vrai. Et voilà. On se retrouve dans un instant, les violences faites aux femmes, le Grenelle a accouché d'un certain nombre de propositions. Seront-elles efficaces? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Ce matin, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce lundi, donc, clôture le Grenelle contre les violences conjugales. Ça a duré 2 mois et demi. Une première série de mesures d'urgence ont été dévoilées. Donc le 39-19, 24 heures sur 24, 80 postes supplémentaires dans les commissariats et les brigades. Il y en a 250 en France aujourd'hui. Une grille unique d'évaluation du danger. Voilà, une chose qui semble en tout cas être plutôt positive sont des centres pour les auteurs des violences. C'est une expérimentation qui est pratiquée dans certains endroits et qui a porté ses fruits. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. Mais je vois sur les réseaux sociaux que nombre d'associations féministes sont assez déçues par le manque de moyens et encore des mots, toujours des mots. Mais 80 emplois, vous dites, sur 250 structures en France, c'est ridicule. Si on compte les gens qui vont travailler, ceux qui vont être en repos ou en formation, ça ne va pas laisser grand monde. Les 2 centres, ce qui est intéressant, c'est la prise en compte des auteurs. Ça, c'est une chose importante. Je sais que ça a fait crier quelques associations. C'est-à-dire qu'au départ, Marlène Schiappa était contre, donc c'est plutôt très bien qu'elle ait changé de point de vue, parce qu'elle disait qu'elle était dérangée par le fait de payer finalement l'hébergement d'un homme violent, sauf que ça a fonctionné de les sortir de leur milieu et de les confronter effectivement à d'autres hommes. Mais soit les incarcérer, soit les mettre dans des endroits spécifiques. Mais encore une fois, c'est une question de moyens. Je sais que Sophie de Menton ne sera pas d'accord avec moi, mais le problème, c'est qu'on demande aux policiers, par exemple, de faire un état avec des fiches qui vont sortir pour... évidemment voir de façon précise si la victime a été frappée ou pas, enfin bref, avec tout un tas de choses. Mais c'est un travail qui est colossal pour les policiers qui sont déjà sollicités avec visiblement, juste une seconde, visiblement les annonces qui ont été faites sont des choses qui correspondent, qui sont des annonces, mais par exemple, je vois Dominique Nouet, qui est quelqu'un d'assez impliqué dans les violences faites aux femmes, dit: est-ce que les 1000 places, les 1000 solutions d'hébergement prévues début 2020 concernent une partie des 5000 places prévues avant 2017 et toujours non pourvues? C'est-à-dire qu'on annonce des choses on empile les mesures sur des choses qui n'ont toujours pas été. Vous avez parfaitement raison, et c'est une grande spécialité d'empiler les mesures ou de renoncer les vieilles mesures qui n'ont pas été appliquées. Je voudrais répondre sur les questions de l'argent. Bien sûr qu'il faut de l'argent, mais déverser de l'argent sur du vide, ça ne marche pas. Donc oui, il faut, par exemple, des policiers, il faut créer des postes. Je suis d'accord.
qu'on crée des postes à l'hôpital, je suis d'accord. Mais il faut mettre l'argent après qu'on ait réformé. Ensuite de ça, non, mais là, il y a des choses très claires. Il y a des choses très claires. Un coup de chapeau quand même, parce que je suis pas toujours d'accord avec elle. Marlène Schiappa, qui déborde un peu de son emploi, qui fait beaucoup de bruit, etc. Elle a eu le mérite de faire beaucoup de vent autour d'un problème majeur. Et c'est vrai qu'elle a attiré l'attention là-dessus et que c'était déjà le fondamental, parce que c'était quelque chose qui était assez occulte. Elle a attiré l'attention en embêtant d'ailleurs d'autres ministères au gouvernement. La ministre de la Justice n'était pas ravie, etc. Et elle a fait ce qu'il fallait, parce que déjà attirer l'attention. Et depuis 72, on est au 5e plan. Concernant les violences faites aux femmes. Je pense qu'il y a une question de moyens, c'est certain. Et c'est comme tout. Moi, je trouve que, quand tu le dis, Sophie Monton, excuse-moi, c'est déversé. On a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Et c'est toujours pareil, en fait. Moi, je trouve qu'il y a des secteurs sur lesquels il ne faut pas, comme ça, avoir des raisonnements uniquement économiques. Je pense que sur la question... Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'on fait pareil sur les quartiers prioritaires, on fait pareil sur les violences, on fait pareil dans la police, on fait pareil à l'hôpital, alors que ce sont des secteurs où lequel l'État doit jouer pleinement son rôle. Non, on ne peut pas comme ça s'amuser avec... On se trompe sur le rôle. Il y a un minimum. Pardon, l'accueil dans les commissariats, les policiers. Donc il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais on ne peut pas demander d'organiser, il ne sait pas. Simplement pour terminer là-dessus, il y a quand même eu cette marche ce week-end, le week-end dernier. 150 000 femmes un peu partout en France. Et je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience collective qui est quand même très intéressante. Mais il est sûr que même si moi je vais faire un signalement sur une personne qui est en difficulté, une femme qui vit avec dans son couple une maltraitance. D'abord, d'ailleurs, il faut que les services suivent. Mais après, moi, je suis pas un professionnel. Donc, à un moment donné, il faut que les services en face soient en mesure et en capacité de réagir vite. Et on peut pas attendre la réforme. Parce que la saisie des armes à feu de l'agresseur dès le dépôt de plainte, la plupart de ce qui tue, ce sont les poings. Ce sont des couteaux. Donc, on va pas vider la maison des couteaux. Les armes à feu sont assez marginales dans l'assouplissement du secret médical pour signaler les violences, ça existe déjà. Quand une personne est en danger, on peut le faire. Donc visiblement, il y a quand même des choses qui étaient déjà là et il va falloir voir. Mais Alexis Poulain, en fait, la question du parcours, c'est effectivement comment on accompagne et les femmes victimes et les familles, les enfants qui sont témoins ou qui sont victimes aussi collatérales. Cette question-là, Bruno le disait, c'est de l'argent, c'est des moyens, c'est des gens qui sont formés, c'est des gens qui sont là pour ne pas répondre au téléphone sur une plateforme d'appel où on attend 3 heures pour avoir quelqu'un qui vous prend en ligne, mais quelqu'un qui vous accueille quelque part, qui vous suit sur le long terme. On parlait des assistantes sociales, c'est le cas, mais c'est aussi dans les commissariats, Alexis, avoir des cellules d'écoute particulières. Et c'est après, qu'est-ce qu'on fait pour je suis d'accord. Une fois qu'il est le suivi. Et là, c'est beaucoup de moyens. Je réfléchis, beaucoup de moyens. Au-delà du bracelet électronique. Partout du moyen. Il faut plus de flics, il faut l'hôpital. Comment on fait ? Je veux dire, il y a un moment. C'est le choix. Non, il n'y a pas de choix. On ne peut pas choisir entre les femmes battues et l'hôpital. Non, il y a d'autres secteurs où on peut faire un peu des économies. Non, je dis qu'il faut optimiser déjà. C'est pour ça que pas tous en même temps. Optimiser à fond ce qui existe. Arrêter les structures administratives. Je veux dire, c'est comme ça. On ne parle pas d'administratif, on parle d'humain. On parle d'humain, mais justement, on met des trucs administratifs en pensant que c'est de l'humain. Ce n'est pas vrai. Ah ben non. Non, mais les textes qui sont alignés là par Mme Schiappa et le gouvernement, c'est que de la théorie. C'est fait par des superbes énarques qui savent très bien écrire. Et après, derrière, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme une entreprise. Vous pouvez avoir des objectifs, tout ce que vous voulez. Mais après, derrière, il faut mettre de l'humain. Il y a des avancées. Par exemple, une des très bonnes mesures, c'est une loi pour pénaliser le suicide forcé. C'est-à-dire des femmes qui vont se suicider parce qu'elles sont victimes de violences conjugales. Là, il y aura une loi. Et puis faciliter la suspension. Et puis faciliter la suspension de l'autorité parentale. Attendez, ça, je trouve ça... Faciliter la suspension de l'autorité parentale du père en cas d'homicide conjugal. Ouais, bon, on a fait une loi. Tout ça, c'est a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne prévient pas les morts. Il est déjà mort, donc on ne prévient pas les mortes, quoi. C'est-à-dire, on laisse c'est monstrueux comme décision. Dans la même merde où elles sont aujourd'hui, et on dit c'est pas grave, votre mari sera inculpé. Oui, c'est pas grave, il sera inculpé. Non, mais je rêve. Oui, mais le mec, il va peut-être réfléchir, non ? Mais Valérie, vous parlez. Parce qu'il réfléchit, le mec qui va. C'est anecdotique, mais vous avez dit, on a fait une loi sur
Et concrètement, c'est quoi Le suicide forcé, Valérie, c'est l'exemple. C'est juste le problème de tout un tas de sujets de notre société. Où est la prévention? Moi, je trouve pas. Où est la prévention de pénaliser? Non, mais c'est une mesure en plus. Mais la prévention, est-ce que la prévention, c'est un mot, c'est une tarte à la crème. Non, mais c'est le moment de la mise en protection des femmes qui sont en danger. Chacun d'entre nous, nous avons dans notre immeuble, dans notre entourage. Sophie, arrêtez de répéter ça en boucle. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au commissariat, personne vous reçoit, personne ne prend en charge ces femmes-là. Donc, on dit qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il va vous dire oui, merci madame, il prendra un oreiller et puis il lui tapera dessus différemment. Exactement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les maris violents, c'est ces hommes qu'il faut sortir encore une fois. Bien sûr, c'est la seule mesure. Les bracelets. L'Espagne nous a montré l'exemple, mais ça fait des années. Et comment se fait-il qu'en France on ne le fasse pas? Moi, il y a des trucs qui me paraissent. Alors, j'ai pas les chiffres par rapport à l'étranger. Est-ce que c'est pire chez nous? La technocratie est passée dans le concret. On avait même été mis à l'index sur la définition du viol qu'on avait dans la loi française. Tellement on est en retard par rapport aux Européens. L'Espagne a pris des mesures. Et il y a eu des effets concrets. Écoutez, on verra. On verra comment tout ça. Les bracelets électroniques, ça les en Espagne, c'est ça. Oui, ça marche bien sûr, ça marche très bien. C'est vrai que ça marche bien. Merci à tous les quatre pour ce débat très animé. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là et ça devrait être tout aussi animé. Merci à vous.